Salut à tous et bienvenue sur French Podcast. Je suis Charline, super contente de vous retrouver aujourd'hui avec Emmanuel. On a préparé un épisode qui va vous donner tous les outils pour faire vos courses en français et beaucoup plus encore. On a vraiment hâte de partager ça avec vous. Ce qui me plaît, c'est qu'on va parler du quotidien, des vraies situations, comme quand on doit faire les courses et qu'on veut se débrouiller sans stresser. D'ailleurs, tu sais, Charline, beaucoup de débutants appréhendent ce genre de situation. Ah, mais complètement. Même moi, la première fois que je suis allée faire des courses dans un pays étranger, j'ai galéré avec les mots de base. C'est pour ça qu'on va tout décortiquer aujourd'hui, phrase par phrase. Justement, on va essayer de tout rendre simple, naturel et surtout pratique. Les auditeurs pourront réutiliser ces phrases dès demain. Et pour ceux qui découvrent French Podcast, notre objectif, c'est vraiment de rendre l'apprentissage du français vivant ancré dans la réalité. Bon, Emmanuel, on se lance? Avant de plonger dans les courses, je veux revenir 2 secondes sur le podcast en lui-même. Beaucoup de gens nous demandent pourquoi choisir ce format pour apprendre le français. Je trouve que le podcast, c'est un peu magique. Tu peux écouter en faisant autre chose, cuisiner, marcher, prendre le bus et entendre des conversations naturelles. Ça donne vraiment confiance pour parler à son tour. Tu sais, j'ai remarqué que l'audio aide aussi à mieux mémoriser. Après avoir écouté 3 ou 4 fois une expression, elle reste vraiment en tête. Contrairement à une page de manuel qui reste abstraite, Et puis, il y a ce côté intime. On a l'impression de faire partie d'une discussion. Moi, c'est comme ça que j'ai appris l'espagnol, en écoutant des podcasts dans ma cuisine. c'est ça qu'on veut partager ici, une ambiance conviviale et surtout des situations concrètes. Alors justement, on passe à la pratique. Alors si on se mettait à la place d'un débutant qui entre dans un supermarché français, quelle serait la toute première phrase à avoir en tête, Emmanuel? Franchement, la base, c'est bonjour. Ça paraît évident, mais sans ce petit mot magique, on passe pour impoli. Ensuite, un excusez-moi, où se trouve, fonctionne à tous les coups. Tu sais que j'entends souvent où elle l'est ou où sont les œufs. C'est direct, mais ça marche. Surtout dans les rayons où on se perd vite. Et puis, il faut oser demander. Les Français aiment aider si on fait l'effort de parler leur langue. J'ai une amie brésilienne qui a commencé juste avec je cherche les fruits. Et tout le monde l'a aidé sans problème. C'est un super exemple. Ce qui est bien, c'est que même avec des phrases simples, on s'en sort très bien. Tiens, on pourrait faire un petit jeu de rôle juste après pour montrer comment ça se passe, tu en penses quoi? Excellente idée. Imaginons, tu es au supermarché, tu veux du pain, tu tentes quoi? J'irai voir le boulanger et je dirai bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît, simple, direct et toujours avec le sourire. Et si tu veux demander le prix, Combien coûte cette baguette? Ou plus simplement, c'est combien? Les vendeurs comprennent tout de suite. j'adore parce que ça montre qu'on n'a pas besoin de phrases compliquées pour se faire comprendre. Et pour finir, on n'oublie pas le fameux merci, bonne journée, ça fait toute la différence. D'ailleurs, après la caisse, un petit sourire et un au revoir, c'est la cerise sur le gâteau. Ça clôture l'échange et ça donne envie de revenir. Il y a un truc qui m'a toujours amusé, les confusions entre jambon et jambon beurre. Plus d'un étranger se retrouve avec un sandwich alors qu'il voulait juste acheter du jambon. Ah oui, c'est classique. Ce genre de malentendu, ça fait sourire, mais c'est aussi l'occasion d'apprendre. Si on se trompe, on s'excuse. Et souvent, les gens rient avec nous. Et puis, il faut jamais hésiter à répéter ou à demander de parler plus lentement. Un simple vous pouvez répéter, s'il vous plaît, débloque plein de situations. C'est ça qui rassure. On n'a pas besoin d'être parfait. Et avec le temps, on attrape les automatismes. Perso, au début, je mélangeais tout, mais au fil des cours, ça devient naturel. Ce qui m'a aidé aussi, c'est d'écouter les autres clients. On capte des petites phrases, des expressions qu'on n'apprend pas toujours dans les livres. Ça me donne envie de continuer avec des astuces pour progresser encore plus vite. Tu as tes conseils préférés, Emmanuel? Oui, mon astuce numéro 1, ne pas avoir peur de se lancer, même avec un vocabulaire limité. Plus on ose parler, plus on progresse. Et oser se tromper, franchement. J'ai rarement vu quelqu'un se moquer. Au contraire, ça crée des rencontres, des souvenirs, parfois même des fous rires. Ce qui marche aussi, c'est de répéter les phrases entendues dans les podcasts à voix haute, chez soi. Ça muscle la mémoire et l'oreille. Et pourquoi pas noter les phrases entendues ou enregistrer sa propre voix? Ça permet de s'entendre et de progresser rapidement. Un dernier conseil, essayez d'utiliser une phrase apprise chaque jour, même toute simple, ça booste la confiance et on se rend compte que le français s'apprend petit à petit. Ça, c'est la clé.
On ferait bien de rappeler à nos auditeurs qu'il n'y a pas de recette miracle, juste de la pratique et beaucoup de bienveillance envers soi-même. C'est vrai, et j'espère que ce petit tour des expressions pour faire les courses en français vous sera utile. On adore recevoir vos petites anecdotes, alors partagez-les avec nous. On a hâte de lire vos histoires. La première fois que vous avez demandé où étaient les tomates, ou cette fois où vous avez confondu poulet et poule, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas, chaque jour, un petit mot, un sourire, et le français deviendra un réflexe. Merci de nous avoir écoutés sur French Podcast. À bientôt tout le monde. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer et surtout amusez-vous en français. Ciao! Écoute la deuxième partie de Podcast français. Salut à tous, c'est Charline. On est super heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie du French Podcast. Emmanuel, tu es prêt pour une nouvelle dose de français? Prêt comme jamais, Charline. J'attendais ce moment avec impatience. La dernière fois, vous avez été nombreux à nous écrire après l'épisode, alors on voulait vraiment continuer sur cette lancée. Ça fait plaisir de se savoir écouter, vraiment. Aujourd'hui, on va plonger dans des situations du quotidien, spécialement pour ceux qui débutent en français, et il y aura même quelques astuces pour faire ses courses. Exactement. Et c'est ce que j'adore avec ce podcast. On rend la langue vivante, concrète. Franchement, apprendre le français autour des courses, qui n'a jamais galéré devant un rayon de supermarché. Tu me rappelles ma première fois, Emmanuel. On en reparle juste après, mais avant ça, petit rappel. Installez-vous confortablement, que vous soyez à la maison ou en train de marcher, cet épisode est pour vous. En parlant de courses, tu sais, la première fois que j'ai dû demander où se trouvait la farine en France, j'ai bloqué 5 minutes devant le rayon. C'est fou comme les mots du quotidien nous échappent au début. Carrément. Et puis il y a des pièges. Par exemple, les légumes et les fruits se disent au masculin ou au féminin et hop, tu t'en mêles les pinceaux, tu te rappelles comment tu t'en es sorti. J'ai fini par demander à une dame, pardon, où est la farine? Sauf que j'ai dit le farine. Elle m'a corrigé avec un sourire et c'était finalement super sympa. Comme quoi, une petite erreur, ça crée du lien. C'est tellement vrai. D'ailleurs, on va vous donner juste après quelques phrases clés pour demander ce qui vous manque au magasin. Pratique pour éviter les galères et les confusions. Alors, côté vocabulaire, ce qui sauve la vie au supermarché, c'est déjà de savoir demander où est un produit. Un simple « excusez-moi, où puis-je trouver ?» et hop, on ouvre toutes les portes. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les Français aiment bien qu'on ajoute un petit s'il vous plaît ou merci à la fin. Ça change tout, on sent vraiment la différence dans la façon dont ils répondent. Ah oui, la politesse, c'est la clé. Et pour ceux qui débutent, vous pouvez aussi retenir. Je voudrais, suivi de ce que vous cherchez, je voudrais du pain, je voudrais une baguette. Ça marche partout. C'est exactement ce que je fais à la boulangerie. D'ailleurs, une petite astuce. Si vous ne savez pas comment prononcer un mot, vous pouvez le montrer sur votre téléphone ou même le décrire. Les gens sont souvent très patients. C'est vrai, et rien que ce courage de demander, ça compte beaucoup. On va continuer avec d'autres situations, mais avant, tu as déjà vécu une scène drôle à cause d'une mauvaise phrase? Oh, tu n'imagines pas? Une fois, j'ai voulu acheter du raisin et j'ai demandé du poison au lieu de du poisson. La vendeuse a éclaté de rire et depuis, dès que je reviens, elle vérifie toujours que je ne veux pas de poison. J'adore! Mais franchement, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai eu le même genre de moment gênant à la sortie de la caisse, quand on me demande vous avez la carte fidélité? Et que je réponds à côté de la plaque. On en rit après coup, mais sur le moment, ça fait suer. Le plus important, c'est d'oser parler, même si on fait des gaffes. Et tu sais, ces petites erreurs deviennent vite des souvenirs drôles. Ça me fait penser, pour nos auditeurs, n'hésitez pas à partager vos propres anecdotes linguistiques avec nous. On adore les lire et qui sait, on en parlera peut-être dans un prochain épisode. Après toutes ces histoires, tu trouves pas qu'écouter des podcasts aide à se sentir moins seul dans l'apprentissage? Absolument, ça donne l'impression de participer à une vraie conversation. J'ai appris plein de petites expressions simplement en écoutant des podcasts pendant mes trajets. Ça rend le français plus naturel. Et puis, on capte le rythme, l'intonation, c'est différent des manuels. Nos auditeurs nous le disent souvent, ils progressent parce qu'ils entendent le français vivant. Pas seulement des listes de mots à apprendre. C'est exactement ça. Je conseille toujours d'écouter les épisodes plusieurs fois, histoire de repérer des détails qu'on ne perçoit pas au premier coup. C'est comme voir un bon film, tu découvres des trucs à chaque visionnage. Justement, en parlant de progresser, tu aurais des ressources à conseiller à nos auditeurs pour pratiquer entre deux épisodes. Bien sûr, il y a des applis super sympas,
comme Duolingo ou des groupes Facebook pour échanger en français. Mais surtout, je vous recommande de noter toutes les nouvelles phrases entendues ici et d'essayer de les utiliser dès que possible. C'est vrai, et puis même regarder des séries avec sous-titres, ça aide énormément. J'ai progressé en binge-watchant des comédies françaises, c'est drôle et instructif, tout en restant relax. Super idée. Et pour les plus courageux, pourquoi ne pas tenter d'écrire un journal en français, même 3 phrases par jour? On progresse vite sans s'en rendre compte. Bon, on arrive déjà à la fin de notre épisode, mais ça me donne envie de continuer encore des heures. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité et vos messages. Merci à chacun d'entre vous, vraiment, vos retours, vos anecdotes, ça fait vivre le podcast et ça nous motive à aller plus loin. On espère vous avoir donné envie de parler français, même avec des petites erreurs. Et n'oubliez pas, French Podcast, c'est votre rendez-vous pour apprendre le français sans prise de tête. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et envoyez-nous vos histoires pour la prochaine fois. On vous dit à très bientôt pour la suite. Et d'ici là, amusez-vous en français, testez, osez et surtout, gardez le sourire. Salut à tous. Écoute la 3e partie de Podcast Français. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans quelque chose de très, très concret, le français pratique. Ah oui, celui du quotidien, celui dont on a vraiment besoin pour se débrouiller. C'est exactement ça. On a tout un tas de sources, des guides, des listes d'erreurs, des dialogues types. Et l'objectif, il est assez simple. On va décortiquer les pièges les plus courants. Pas juste pour les apprendre par cœur, mais pour vraiment piger la logique derrière. Oui, et c'est ça qui est important, comprendre le pourquoi. Et ensuite, on va essayer de construire ensemble un petit arsenal de phrases clés pour se sentir à l'aise, surtout dans les commerces en France. C'est une super idée. Parce que c'est vraiment dans ces petites situations de tous les jours qu'on passe de la théorie à la pratique. On quitte la salle de classe, quoi. Absolument. D'ailleurs, il y a une citation dans nos sources de John F. Kennedy, que je trouve parfaite pour commencer. Il disait « Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger ». C'est très juste. Ça enlève toute la pression, non? On a le droit de se tromper. C'est même comme ça qu'on apprend. C'est le moteur de l'apprentissage, en fait. Une erreur, c'est juste un signal qui nous dit « Tiens, là, il y a un truc que tu n'as pas encore tout à fait intégré ». Et une fois qu'on a compris pourquoi, la connaissance est beaucoup plus solide. Alors allons-y, corrigeons. La toute première, c'est un grand classique, se rappeler contre se souvenir. Ah oui, celle-là. On entend tout le temps et honnêtement, je l'ai dit moi-même pendant des années, je me rappelle de cette règle. Ça sonne bien, ça a l'air logique, et pourtant non. C'est incorrect. C'est incorrect parce que se rappeler, c'est ce qu'on appelle un verbe transitif direct. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. Pas de préposition, exactement. La logique, c'est que se rappeler, c'est littéralement ramener à soi. C'est un rappel mental direct. Donc le « de » est en trop. On dit simplement « je me rappelle cette règle ». Je vois. C'est un peu comme « recall something » en anglais. Il n'y a rien entre les deux. C'est une bonne analogie. Alors que ce souvenir, lui, a besoin de cette petite béquille, le « de ». D'accord. Donc là, c'est « je me souviens de » cette règle. Voilà. Les deux veulent dire la même chose, mais la mécanique de la phrase est différente. Ok, ça c'est noté. Deuxième erreur, un autre piège, surtout pour les anglophones. On entend parfois « je vais visiter mes parents ce week-end ». Oui, on comprend ce que ça veut dire, mais ça sonne un peu étrange. Ça sonne étrange parce que l'usage a vraiment spécialisé le verbe « visiter ». Aujourd'hui, on l'utilise presque que pour des lieux. On visite un musée, une ville. Un appartement. Voilà. Pour une personne, l'expression c'est rendre visite à quelqu'un. On rend visite à ses parents. Ou alors, plus simplement et très couramment, on dit « je vais voir mes parents ». Attendez, je vois dans les notes que l'Académie française dit qu'on peut, dans certains cas, visiter une personne. Alors... Ah, c'est là que ça devient subtil, vous avez raison. L'usage ancien existe encore, mais dans des contextes très, très spécifiques, souvent formels. On peut visiter un malade, visiter un prisonnier. Ah, d'accord, il y a une idée de devoir, presque. C'est ça, une idée de charité, de compassion. Mais pour un café entre amis, non. C'est rendre visite ou aller voir. C'est fou la subtilité. Troisième point, qui est un calque direct de l'anglais. To ask a question, demander une question. Oui, un grand classique aussi. C'est un réflexe logique, mais en français, les mots fonctionnent un peu par couple. Le verbe qui va avec question, c'est poser. On pose une question, c'est ça, ils sont presque inséparables. Le verbe demander, lui, on l'utilise pour autre chose. On demande l'heure, on demande de l'aide, on demande le sel. D'accord. C'est comme s'ils étaient mariés, on ne peut pas les séparer. C'est une bonne image. On continue avec les prépositions de lieu. L'erreur très fréquente.
Je vais au docteur. Ah oui, la règle ici est assez simple, une fois qu'on l'a en tête. La préposition chez renvoie à une personne. Et donc à sa maison ou son lieu de travail. Voilà, on va chez le médecin, chez le coiffeur, chez des amis. Les prépositions à, au, à la, elles, sont pour des lieux, des bâtiments, à la mairie, au cabinet médical. Et c'est fascinant parce que ça dit quelque chose de la culture, non? On va chez le boulanger, l'individu, avant d'aller à la boulangerie, le lieu. Ça valorise l'artisan. C'est une excellente analyse, tout à fait. La langue véhicule ces petites priorités culturelles. En disant « chez », on reconnaît que l'espace est défini par la personne qui y travaille. Allez, une petite dernière pour cette partie, plus simple. L'orthographe de 1000 merci. Avec ou sans S à 1000. Ah! On est tenté de mettre un S par réflexe avec 100 ou 20. Oui, 200 €. Mais 1000 est invariable. C'est le grand rebelle des nombres. Il ne prend jamais de S. Jamais. Donc c'est toujours 1000 merci, 2000 personnes. Parfait. Rien qu'avec ça, on sent qu'on affine déjà sa façon de penser en français. Mhm. Et ça m'amène à une autre situation où il faut absolument penser en français. Au marché, quand on veut juste un peu de quelque chose. Pas 1 kilo, pas un paquet. Juste du fromage. Vous mettez le doigt sur un concept essentiel. Les articles partitifs. Du, de la, de l'elle, des. Et l'exemple qui m'a le plus marqué dans nos sources, c'est la différence entre commander un poulet et du poulet. C'est radical. Ah oui, c'est radical. Un poulet, c'est l'animal entier, rôti. Du poulet, c'est une portion, une cuisse, un blanc, une certaine quantité de l'ensemble. D'accord. Le partitif, il s'applique à tout ce qui est non comptable. On ne compte pas l'eau, on en boit de l'eau. On ne compte pas la farine, on achète de la farine. Et même pour des concepts abstraits comme avoir du courage ou de la chance. Exactement. C'est la grammaire de l'imprécis, de la quantité non définie. Mais évidemment, le français ne serait pas le français sans quelques exceptions pour pimenter un peu les choses. Bien sûr. Il y en a 3 principales à connaître. La première, c'est quand on précise une quantité. Ah oui, Dès qu'on a une expression de quantité, même vague, le partitif disparaît. Il est remplacé par de ou des. On ne dit pas 1 kilo des tomates. non, 1 kilo de tomates. Voilà. Pareil pour une bouteille d'eau, un morceau de fromage ou même beaucoup de salade. La quantité est déjà exprimée, donc le partitif n'a plus de raison d'être. C'est logique. L'expression de quantité fait déjà le job. Une barquette de fraises, une tranche de jambon. C'est toujours deux. C'est ça. Et la deuxième exception, la négation, je crois. Oui, la forme négative. Si on dit « je bois du café », à la forme négative, ça devient « je ne bois pas de café Pas du café. ». Non. Le du, de la, des deviennent presque toujours de à la forme négative. Il n'y a plus de pain, la négation annule en quelque sorte la quantité. D'accord. C'est un automatisme à prendre. Et la troisième exception, Evelyne, ça concerne les verbes de préférence. Aimer, adorer, détester. Ah oui, là, pas de partitif du tout. On dit « j'aime le fromage » et pas « j'aime du fromage Exactement. Parce qu'avec ces verbes, on exprime un goût général, une vérité sur soi. On parle du fromage en tant que concept. On utilise donc l'article défini, le, la, les. Alors que je mange du fromage, c'est l'action de manger une portion, là maintenant. ». Voilà. J'adore le café, c'est ma philosophie. Je bois du café, c'est ma survie ce matin. C'est très clair. Bon, maintenant qu'on a la grammaire, il faut la mettre en scène. Allons faire les courses. Allons-y. Et juste avant, une petite précision de vocabulaire. La différence entre faire les courses et faire du shopping, ce n'est pas pareil en français. Ah oui, c'est vrai. Faire les courses, c'est pour la nourriture, le quotidien. Le supermarché, le marché, tout à fait. Et faire du shopping, c'est pour les vêtements, les chaussures, le plaisir. On ne dit pas qu'on va faire du shopping au supermarché. Jamais. Alors, on commence par où? La boulangerie, bien sûr. Le grand théâtre quotidien. Pour commander, au lieu du « je voudrais » un peu scolaire, les sources proposent des formules plus naturelles. Comme quoi, par exemple? Bonjour, je vais vous prendre une baguette s'il vous plaît. Ou il me faudrait 2 croissants. Ça sonne tout de suite plus local. C'est vrai. Et il faut être prêt pour la question qui suit, la plus classique. Et avec ceci, Ce qui veut simplement dire « vous voulez autre chose c'est ça. Et ma préférée, celle qui m'a complètement surpris la première fois, vous la voulez comment?
en parlant de la baguette, évidemment. C'est un grand moment, ça. Je ne savais même pas que c'était une option. J'ai bafouillé un truc comme normal. C'est la réaction classique. On peut préciser la cuisson. Pas trop cuite ou blanche, dorée ou bien cuite. Ça en dit tellement sur la culture du pain en France. Ce n'est pas juste un produit, c'est un objet de préférence. Exactement. Maintenant, allons au marché. C'est là que notre vocabulaire de quantité est utile. Une livre de tomates, soit 500 grammes, un paquet de céréales, une plaquette de beurre. Et on remarque que notre règle grammaticale revient. C'est une livre de tomates. La pratique rejoint la théorie, toujours. Et si on doit demander le prix d'un objet, mettons dans une boutique de souvenirs. Alors, le plus courant, le plus passe-partout, c'est combien coûte ce porte-clés? Ou quel est le prix de cet objet? Simple, poli, efficace. D'accord. Et dans les sources, il y a une version très très formelle. Combien devrais-je débourser pour cette machine à café? Alors là, débourser, c'est du langage très très soutenu. Franchement, on ne l'entend presque jamais à l'oral dans un magasin. Mais c'est bien de le reconnaître si on le lit. Bon à savoir. Une chose que les sources soulignent aussi, c'est la richesse du vocabulaire pour les commerces spécialisés. Oui, et c'est un point culturel important. On ne va pas juste au magasin. On va à la boucherie pour la viande, la poissonnerie pour le poisson. La charcuterie pour le jambon, la crèmerie pour le fromage. Exactement. Chaque produit a son temple et son spécialiste. Ça raconte l'importance du savoir-faire en France. C'est très vrai. D'ailleurs, détail amusant, une des sources note une différence régionale surprenante. Pour emballer les achats, à Paris, on vous demande si vous voulez un sac. Et à Toulouse? À Toulouse, on vous proposera une poche. Ah, une poche. C'est la preuve que la langue est vivante et ancrée dans ses terroirs. Bon, on a vu les situations agréables, mais il faut aborder un scénario plus sérieux où la clarté est cruciale. La pharmacie. Oui, là, pas de place pour l'ambiguïté. La communication doit être précise. La première étape, c'est de décrire le problème. On peut commencer simplement. « Bonjour, je ne me sens pas très bien ». Ça ouvre le dialogue. Ensuite, pour les symptômes, c'est souvent « j'ai ». J'ai mal à la gorge, j'ai le nez bouché, je tousse beaucoup. Et la structure grammaticale à maîtriser ici, c'est « j'ai mal » suivi de la bonne préposition. « À la » pour le féminin, comme la tête, « au » pour le masculin, le ventre, et « os » pour le pluriel, les dents. C'est une formule simple mais vitale. Absolument. Et après, il faut poser les bonnes questions sur le traitement. Par exemple, il faut en prendre combien par jour? Ou encore, est-ce qu'il faut une ordonnance? Oui, une prescription du médecin. Et la question très importante, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Maîtriser ce vocabulaire, ce n'est plus juste de la langue, c'est un outil concret. Ça donne de l'autonomie et de la sécurité quand on est dans un pays francophone. C'est fondamental. On a fait un sacré parcours quand on y pense. On est parti d'erreurs de base comme se rappeler de... Faut arriver à acheter la bonne quantité de poulet. Et finir par savoir comment se débrouiller à la pharmacie. On voit bien comment la grammaire soutient la communication de tous les jours. La théorie n'est jamais très loin de la pratique en fait. Au final, la Nandais, c'est vraiment l'outil qui permet de s'immerger dans une culture, de participer à ces petits rituels, comme choisir la cuisson de son pain. Ça donne de l'aisance. Exactement. Et peut-être pour finir, une dernière pensée à méditer, ce serait de réfléchir à ce que ces interactions révèlent. Au-delà des mots, la manière dont se passent ces échanges, la petite conversation avec le fromager, le conseil du pharmacien, tout ça raconte quelque chose de profond sur les relations sociales. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que comment ces simples actes du quotidien façonnent-ils une société différemment d'un pays à l'autre? Qu'est-ce que ça dit d'une culture où l'on prend le temps de discuter de la cuisson de son pain par rapport à une autre où la transaction se veut avant tout rapide et efficace?